Amis du sport et de la poésie, soyez les bienvenus ici à Austin, Texas pour le Grand Prix des États-Unis. Et je réponds maintenant à vos questions. C'est dans Rendez-vous au premier virage. Alex, très bonne question. Pourquoi appelle-t-on une F1 une F1 ? Eh bien, ça date de 1946. C'est à cette époque qu'on décide de déterminer un règlement qui constitue un panel de règles qui sont nommées formules, et 1, eh bien, c'est pour la catégorie la plus élevée. Ce qui veut dire qu'avant 1946, il y avait des courses, il y avait même des grands prix sous l'appellation Grand Prix, mais le championnat du monde de Formule 1 n'existait pas encore. En 1946, la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, eh bien, réglemente tout ça. Formule, eh bien, ça encadre toutes les règles. 1 pour la catégorie la plus élevée. Et donc, on a un premier Grand Prix de Formule 1 qui est disputé en Italie en 1946. Mais ça n'est qu'en 1950 que la Formule 1 telle qu'on la connaît est structurée, qu'un championnat du monde est organisé. Mais voilà comment est né ce mot Formule 1 et qui était associé à d'autres catégories, qui répondaient à d'autres catégories de règles. Et c'est ainsi qu'existaient à cette époque déjà Formule 1, Formule 2 et Formule 3. Alors, les enjeux, il y en a encore plusieurs, même si le principal, celui du pilote champion du monde, est déjà connu. Il en reste d'autres, celui du titre constructeur, même si logiquement il devrait revenir à Red Bull. On attend de savoir si dès ce week-end, ils seront champions du monde. Ils peuvent l'être. S'ils ne perdent pas plus de 18 points sur Ferrari, Red Bull sera titré champion du monde constructeur ce week-end. Les autres enjeux, eh bien, ils concernent Max Verstappen en premier lieu pour ce qui est des records. Vous savez qu'il est à 12 victoires cette année. S'il en signe encore une, il égalera le mythique record détenu par Michael Schumacher et par Sébastien Vettel de 13 victoires en une seule saison. Mais il peut même battre ce record puisqu'il reste 4 Grands Prix à disputer. Donc ça, c'est un des enjeux pour les livres d'histoire. Et puis, il y a des enjeux sportifs derrière Max Verstappen. Qui sera vice-champion du monde cette année ? Pour l'instant, Max Verstappen est suivi au classement par son coéquipier, Sergio Pérez, qui n'a qu'un point d'avance sur Charles Leclerc. Donc la deuxième place du championnat du monde se joue là, et un éventuel doublé des pilotes Red Bull se joue en ce moment. Et puis, il y a la 4e place du championnat constructeur également, pour l'instant tenu par Alpine, avec 13 points d'avance sur McLaren. C'est aussi un moment important pour eux de la saison, pour essayer soit de se détacher, ou soit McLaren d'essayer de recoller à Alpine. Donc, à différents étages de la fusée, ai-je envie de dire, il y a encore des intérêts. Et puis, un Grand Prix reste un Grand Prix, une course reste une course, et on va les vivre avec le plus d'intensité possible jusqu'à Abu Dhabi dans quelques semaines. Alors, Louis-Marie, l'intérêt pour Alfa Romeo, c'est de continuer d'évaluer Théo Pourchaire et donc de l'observer dans un cadre de week-end de course, sur une séance d'essai libre avec la voiture de 2022. C'est l'un des seuls moments de la saison où un jeune pilote peut tester cette voiture de l'année en cours, et c'est important de le voir à l'œuvre sur la voiture la plus récente qui existe. Et puis, c'est le plonger dans un environnement de week-end de course avec tous les briefings, toutes les réunions qui vont avec ce que représente un week-end de course qu'on n'a pas forcément sur des essais privés. Pour Théo Pourchaire, l'important, c'est de se montrer sous son meilleur jour, de faire le meilleur travail possible, d'essayer, si possible, avec ce qu'on lui donnera comme carburant et comme pneumatique, de réaliser la meilleure performance possible, sans sortir la voiture, bien sûr. C'est toujours la priorité quand un jeune pilote prend le volant un vendredi, c'est de rendre la voiture dans un état irréprochable pour la deuxième séance au pilote titulaire. Donc, c'est de bien travailler, de bien absorber toutes les informations que l'équipe va lui donner, et c'est de vivre l'aventure dans un week-end de course avec toute l'équipe dédiée justement à la course. À lui d'essayer de faire la meilleure impression possible. Ce n'est pas forcément ce qui décidera de son avenir immédiat, mais c'est toujours un moment privilégié où on se sait particulièrement observé. Alors ça, Soa, c'est une question très intéressante et c'est sans doute la question à 1 million de dollars que doit se poser actuellement Mercedes. Sont-ils capables chez Mercedes de rattraper ce retard ? Il y a plusieurs politiques, il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a celle optimiste, si on se place du côté de Mercedes, qui voudrait qu'ils aient bien compris ce qui s'est passé cette année, qu'ils aient compris leurs erreurs, leurs défauts, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ils ne sont pas allés dans les bonnes directions, et donc qu'ils aient réglé tout ça sur la voiture de 2022.
2023. Vous vous souvenez que pendant la saison, Lewis Hamilton, par moment, s'est attaché à tester des réglages très particuliers, quitte à perdre en performance, mais pour essayer de comprendre et d'emmener son équipe dans la bonne direction. Donc, il faut espérer qu'ils aient trouvé des solutions et qu'ils arrivent à toutes les appliquer sur la voiture de l'an prochain. Après, il y a une autre façon de voir les choses qui est un petit peu moins favorable à Mercedes et qui veut qu'une équipe ou plusieurs équipes qui ont de l'avance et qui ont réussi un tournant dans ce qui est réglementaire, qui ont réussi à prendre ce virage du changement réglementaire en 2022, eh bien gardent cette avance. Et donc, dans la position de Red Bull ou de Ferrari, on peut considérer que l'avance qu'ils ont à l'heure actuelle sur Mercedes, eh bien dans leur développement futur pour la saison prochaine, ils vont continuer à l'avoir. Alors, il y a toujours un moment où les performances convergent. Quand les règlements restent stables, eh bien ceux qui sont partis avec beaucoup d'avance n'ont plus de solution miracle à développer et se font rattraper par ceux qui avaient du retard. Donc c'est aussi ce qui peut se passer. Est-ce que dès l'année prochaine, Mercedes pourra se mettre au niveau de Red Bull ou de Ferrari? Il faudra vraiment qu'il y ait eu un énorme changement d'opéré sur leur voiture et qu'ils aient parfaitement compris ce qui n'a pas fonctionné cette année. Ça, il n'y a aucune garantie et on le saura début 2023 lorsqu'on posera les voitures en piste pour les premiers essais et a fortiori pour la première course de la saison 2023. Alors, on a deux questions de Maxence. La première, est-ce que Verstappen peut perdre son titre? Je ne le crois pas. On parle d'une infraction mineure. Là, j'utilise le mot dans le cadre du règlement. Moins de 5% de dépassement, c'est considéré par la FIA comme un dépassement mineur. Plus de 5% de dépassement, c'est considéré comme majeur. Donc, dans un cas de figure dit mineur, je ne vois pas pourquoi et comment la FIA pourrait faire perdre son titre à Max Verstappen. Ça, c'est la première partie de la question. Maintenant, est-ce que les écuries, d'autres équipes vont se dire, puisque Red Bull a dépassé et que la sanction, qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle, sera sans doute acceptable, pourquoi nous, on ne dépasserait pas non plus le plafond budgétaire? C'est possible. Est-ce que certaines équipes vont prendre ce risque-là? Est-ce qu'elles vont estimer que ça en vaut la peine, dépasser de plusieurs millions pour développer sa voiture et accepter une amende financière, accepter de perdre des points? Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'avait l'air de dire Toto Wolff chez Mercedes récemment, en disant, puisqu'on en est là, nous aussi, on va dépasser de plusieurs millions, on va mieux développer notre voiture, et puis on prendra une amende, on perdra peut-être des points au championnat, mais vu leur position justement cette année en 2022 au championnat, est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire de perdre des points? Pas tant que ça. Donc c'est un moment assez intéressant qu'on aurait aimé éviter, mais qui est intéressant à observer de notre point de vue, parce que selon la sanction qui va être appliquée à Red Bull, si on la connaît un jour, cette sanction, eh bien d'autres pourront se dire ça vaut le coup de se faire taper sur les doigts, plus ou moins fort, mais ça vaut le coup de dépasser. Donc attention aux décisions qui vont être prises dans les heures, dans les jours qui viennent, parce que ça peut tenter certains et pousser certains un petit peu au crime. Thibaut, la F1 est une logistique extraordinaire parce qu'il faut emmener hommes, machines, d'un bout à l'autre d'un continent, parfois sur plusieurs continents sur une semaine d'intervalle, et tout ça de manière la plus efficace possible. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de faire voyager tout ce qui constitue la Formule 1. Il y a d'abord, pour le matériel lourd mais non coûteux, ou non précieux, eh bien, les bateaux. Il y a plusieurs bateaux qui, toute l'année, eh bien, voyagent à travers la planète pour emmener des sets complets que les équipes utilisent d'un Grand Prix à l'autre. Donc il y a des bateaux qui vont vers l'Amérique, des bateaux qui vont vers l'Océanie, qui vont vers l'Asie, vers le Moyen-Orient. Et ces bateaux transportent du matériel lourd mais non coûteux, des tables, des chaises, des panneaux de stand. Donc il y a plusieurs jeux par équipe qui voyagent en permanence. Et ce n'est qu'à la fin de la saison que ces bateaux rapatrient le tout vers les bases généralement européennes, des écuries. Le matériel précieux, on parle là des moteurs, des Formule 1, voyage par avion lorsque l'on parle de trajets longs, de Grands Prix extra-européens, sinon dans des camions, des écuries sur les Grands Prix européens. Mais principalement par avion, ce sont des avions dédiés, des avions charters qui ne contiennent que ce matériel très précieux. Imaginez si l'avion s'écrasait, il n'y aurait pas de Grand Prix. Mais c'est ainsi que les F1 sur les Grands Prix lointains sont expédiés et voyagent. Ça permet aussi, lorsqu'elles arrivent toutes ensemble sur un Grand Prix, d'être mieux gérées au niveau des douanes, parce que ce sont des engins assez particuliers que les douanes observent de manière attentive, et c'est toujours plus simple à traiter quand elles arrivent groupées sur les différents Grands Prix. Après, en termes de logistique, il faut savoir que sur place, sur les Grands Prix, il y a toujours dans chaque équipe toute une équipe de logisticiens et de logisticiennes prêts à
à s'adapter à tout changement. Imaginez qu'un moteur casse au Japon, qu'ils doivent être rapatriés en Europe le plus vite possible pour être analysés. Eh bien, il faut organiser le rapatriement d'un moteur qui n'était pas prévu, qui devait aller directement peut-être aux États-Unis. Eh bien, rapatrier son retour en Europe, préparer son retour pour l'Europe. Donc, il faut en temps réel être aussi capable de s'adapter et de renvoyer des machines, des pièces fragiles vers les usines. Et ça, eh bien, ça demande un travail de logistique énorme sur chaque Grand Prix.